écran? Oui, c'est bon. Ok, très bien. Voilà, donc en termes d'organisation, comme j'ai dit, seront présents ce matin Jean-Paul Sauzet, Guillaume Cacadan et moi-même. Mais dans cette animation régionale autour de la méthanisation et des biodéchets, participent également, contribuent Laurent Rivoulet de GRDF et Jacques Viard de l'ADEME, qui ne sont pas là ce matin. Donc ensuite, en termes de déroulé, je vais prendre quelques minutes pour placer le contexte réglementaire et les objectifs régionaux, je pense. Vous avez tous en tête, donc je vais vraiment pas m'attarder dessus. Et ensuite, je laisserai la parole à Élise Corlet du site Com de Morestel, qui pourra témoigner euh, de, de, de leur réflexion et de la mise en œuvre de la collecte et du traitement des biodéchets sur le territoire. Ensuite, Karine Frédéric du syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers du secteur 4, donc le SM4 du Haut-Rhin. Et ensuite, Monsieur Christophe Tony du Festival Jazz à Vienne, qui nous fera part du coup des actions mises en œuvre dans le cadre du festival. Ok. Alors, pour opposer le contexte, alors excusez-moi, j'entends juste des échos, il y a peut-être des micros ouverts. Pour opposer le contexte réglementaire, un bref rappel sur notre en tant que région chef de file et autorité organisatrice des déchets, climat, air, énergie. Donc, pour rappel, le PRPGD, qu'on dénomme maintenant le volet déchets du SRADET, a été voté en décembre 2019 et intégré au SRADET en avril 2020. Avec un plan d'action pour, avant tout, bien sûr, l'objectif, 3 axes principaux sur la réduction des déchets. Voilà, rappelons-nous, tout déchet qui n'est pas produit est toujours mieux qu'un déchet produit à valoriser. Donc, un axe important sur la réduction des déchets collectés, une lutte contre le gaspillage alimentaire. Un axe prioritaire également sur l'augmentation de la valorisation matière de ces déchets. Donc, dans valorisation matière, en ce qui concerne ce point ce matin, on va retrouver bien sûr la valorisation des biodéchets avec plusieurs possibilités de valorisation, matière ou double valorisation énergétique et matière si on parle de méthanisation, et également un axe sur la diminution de l'enfouissement. Donc ce plan régional doit être ensuite et en cours de déploiement à l'échelle de toutes les collectivités. Le volet, ensuite le pendant sur la partie mobilisation de la biomasse à des fins énergétiques, et vous allez voir qu'il concorde également forcément avec les objectifs du volet déchets du SRADET, c'est le schéma régional biomasse qui est coélaboré État-région et qui lui a été approuvé en la même année, en septembre 2020. Non, non, c'est bon. Encore des micros Ah, ouverts. Donc ce schéma d'orientation, qui est cette fois un schéma d'orientation et pas un schéma opposable comme le SRADET, donne des orientations des potentiels de valorisation de la biomasse, que ça soit en méthanisation ou en bois énergie. Donc ce potentiel, qui a été estimé dans le cadre bien sûr de concertation avec les différents acteurs régionaux, met en avant une région très favorable pour le développement de la méthanisation, puisque ça en fait la 3e énergie renouvelable du territoire à horizon 2035. Globalement, ces objectifs, les grands objectifs à retenir de ce schéma, c'est le doublement des unités entre 2018 et 2023 et bien sûr une augmentation significative de la part d'énergie injectée dans le réseau de gaz ou électrique. Pour avoir un repère, aujourd'hui, en région, on a 129 unités en service, avec une volonté d'atteindre 180 unités en service. Donc un objectif ambitieux, mais certes atteignable. Ce lien avec le SRADET se fait également à travers des fiches actions qui permettent d'appuyer ces objectifs, de mettre en place en fait un maillage de solutions, d'équipements pour favoriser la valorisation énergétique et du coup forcément matière des biodéchets, et également des actions pour adapter les solutions de tri et de collecte aux caractéristiques des territoires.
Alors, la charte ambition biogaz, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, c'est finalement une volonté commune des différents acteurs. Donc, vous voyez les 9 logos qui apparaissent en bas, ce sont les 9 partenaires de la charte, de donner un cadre opérationnel à ce schéma régional biomasse. Comment on fait ça concrètement? Eh bien, il y a eu d'abord une volonté politique avec cette signature de la charte en 2019, qui ensuite est mis en œuvre dans un plan beaucoup plus opérationnel avec donc les services, donc nous-mêmes, pour déployer nos actions au travers de 4 grands groupes de travail et de accompagner, toujours dans une volonté d'accompagner et d'orienter les projets que nous verrons émerger sur notre territoire. Les 4 grands axes, c'est ce que je cite là dans la slide. Premièrement, l'observatoire, très important, de suivre ce qui se développe sur le territoire et de capitaliser sur le retour d'expérience. Ensuite, ce qui est primordial pour la méthanisation, c'est les intrants. Donc, un axe important sur la mobilisation de ces intrants et le retour au sol des digestats. L'accompagnement dans l'émergence de projets également, et un aspect plus autour de l'innovation et du tissu d'entreprise qu'on a sur notre territoire. Pour finir, je rappelle ici les objectifs que vous devez aussi avoir en tête sur les chiffres clés en Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la gestion des biodéchets, que ça représente. Les déchets alimentaires, ça représente 70 kg de nourriture jetée chaque année par les particuliers, soit un tiers de la poubelle grise. Et en 2019, c'est un peu plus d'un demi-million de tonnes collectées dans les OMR. Donc c'est effectivement un gisement important à capter. Les biodéchets, c'est également les déchets verts. C'est une part importante de déchets verts. Et un point aussi important, c'est d'éviter le brûlage de ces déchets verts chez les particuliers. Ça passe bien sûr par beaucoup de sensibilisation, vous le savez bien, beaucoup d'accompagnement dans la modification de ces pratiques. Et pour finir, la date qu'on a tous en tête, la date clé, donc fin 2023 ou janvier 2024, pour généraliser cette solution de tri, de collecte, de tri et de valorisation des biodéchets qui doit être maintenant mise en œuvre et mis à disposition de tous les particuliers, de tous, sans seuil, et quelles que soient les quantités produites. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur ces objectifs. Je vais maintenant du coup laisser la parole à Élise Corlet. Excusez-moi, je reprends. Voilà. Donc Élise Corlet, qui est chargée des projets de prévention des déchets et d'économie circulaire au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Morestel. Donc je vais changer mes slides. Hop. C'est bon, il n'y a pas de questions. Je continue, hein, Jean-Paul, il n'y a pas besoin de s'arrêter. Non, pas de questions pour l'instant. Est-ce que c'est OK? Je vais passer en plein écran, ça sera. Est-ce que ça vous va, Elise, comme ça? Oui, très bien, merci. Bon. Je vais couper mon micro. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Élise Corlet, je suis responsable du service réduction des déchets au sein du SICTOM de la région de Morestel. Donc, actuellement, on est un syndicat qui regroupe 45 communes et 90 000 habitants. Et on est en phase de grossir un petit peu à partir du 1er janvier 2022, puisqu'on fusionne les 2 communautés de communes entières sur notre territoire, les Vals du Dauphiné et les Balcons du Dauphiné, pour faire un nouveau territoire de 94 communes et 150 000 habitants. Par contre, au niveau nature du territoire, on reste sur du mixte à tendance rurale, et on est situé donc dans le Nord Isère, autour des grandes villes des plus grandes villes de La Tour du Pin et Morestel. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on est venu à faire un programme de généralisation du tri à la source des biodéchets, avec quels objectifs, nos premiers résultats et quelles perspectives on aurait pour la suite. Donc, la prévention, la réduction des déchets, nous, on a commencé en 2010
grâce à un programme local de prévention volontaire qui a été accompagné par l'ADEME. Et comme on est un territoire mixte à tendance rurale, on a déjà mis l'accent sur les biodéchets à partir de 2010, avec le développement du compostage, des ventes de composteurs à prix incitatif, des formations, puisque le département de l'Isère a été aussi engagé dans cette politique de réduction des déchets verts et nous proposait un formateur à ces collectivités pour développer des réseaux de guides composteurs et pailleurs. Et puis, on a commencé à accompagner des sites de compostage collectif à cette époque. Le deuxième grand point, c'était le broyage des végétaux. Grâce à une association locale, on a débuté des prêts d'un petit broyeur auprès des usagers et acheté un broyeur qu'on mutualisait pour les communes adhérentes. Et aussi, on a commencé à faire du soutien à l'achat de broyeurs pour les particuliers. Donc tout ça s'est développé par la suite. Je voudrais juste revenir un peu en arrière, si possible. Et puis, il y avait un accent aussi sur le gaspillage alimentaire, intervention dans les écoles principalement. À la suite de ce programme local de prévention, on a continué dans le cadre d'un contrat objectif déchets et économie circulaire, toujours accompagné par l'ADEME. Et la petite équipe s'est étoffée d'un maître composteur, puisque dans ce cadre du codec, pour atteindre les objectifs aussi, on a mis l'accent sur le compostage partagé et autonome, le développement de sites du coup, et le développement aussi des opérations de broyage. Donc en 2020, toujours dans la continuité, on a externalisé une étude préalable pour la généralisation du tri à la source des biodéchets. Donc il y a une slide dédiée à cette étude-là. Et puis on a répondu à l'appel à projet Aura Biodec pour expérimenter une collecte séparée des déchets alimentaires sur une des communes de notre territoire en complémentarité de la gestion de proximité. Donc c'est vraiment notre objectif à nous, c'est d'aller vers la généralisation en alliant gestion de proximité et collecte séparée. Tout dépend des lieux en fait qui s'y prêtent pour l'une ou l'autre des solutions. Voilà, on peut continuer. Pour faire un point sur la gestion de proximité, donc comme je vous le disais, on a développé le compostage individuel depuis 2010, mais avant encore, mais on met de plus en plus l'accent sur le compostage individuel avec des ventes de composteurs à tarif incitatif, des formations. On a à peu près 10 sessions de formation par an sur les bases du compostage jusqu'à la gestion des gros volumes, en passant par comment communiquer quand on est un guide composteurs, où il y a aussi des formations dédiées aux agents espaces verts, d'autres aux agents de cantine. Et on fait aussi plein de stands de sensibilisation sur notre territoire quand les années s'y prêtent. Donc actuellement, on est à peu près à 30% des foyers qui sont équipés par le biais du SICTOM. Le compostage partagé, on le développe plus précisément depuis le codec, donc depuis 2017. Un site de compostage partagé, vous avez la petite photo en haut, il est composé de 3 composteurs et la signalétique. Tout est pris en charge au niveau matériel par le SICTOM et aussi au niveau accompagnement de A à Z. On a repéré à peu près qu'on passait 35 heures par an d'accompagnement pour la création d'un site et à peu près une dizaine d'heures par an pour le suivi de ce site. Avec évidemment la formation des référents, la recherche de référents, des enquêtes en pied d'immeuble, etc. Donc actuellement, on est à peu près à une 60aine de sites de compostage existants, qu'ils soient privés en pied d'immeuble ou en quartier, ou qu'ils soient dans des établissements tels que les écoles, les EHPAD, etc. Le réseau des guides de composteurs, pour nous, c'est important puisque c'est les grands relais sur notre territoire. Donc les formations depuis 2010 ont permis de former à peu près 250 personnes. Toutes ne sont pas investies dans l'accompagnement d'actions aux côtés du SICTOM ou à titre individuel ou à titre associatif. On en compte à peu près 30-40 personnes qui s'investissent pour des projets, que ce soit des stands ou la création de sites là où elles habitent, ou dans leur travail, ou la communication aussi qui s'y prête.
Et donc, au niveau communication, chaque année, on participe à des événements locaux et on relaie aussi les événements nationaux tels que Tous au compost, Café compost, avec les guides composteurs et avec les citoyens de notre territoire. Donc, ça fait une belle dynamique sur la gestion de proximité qui se développe d'année en année. Voilà, on peut passer à la suite. Donc, l'étude préalable, j'en parlais au tout début. Elle a été réalisée en 2020, mais sur le périmètre du futur territoire, qui sera effectif au 1er janvier 2022, puisque c'était une étude pour la généralisation du tri avec pour objectif le délai réglementaire. Donc on a été accompagné par le bureau d'études Ecogéos, qui nous a fait un état des lieux et plusieurs scénarios, et on a retenu un scénario moyen parce qu'il était en fait réalisable au niveau terrain aussi sur notre territoire. Donc ce scénario, c'est un compromis entre plusieurs dispositifs pour le tri à la source, et c'est aussi un compromis sur l'objectif du 100%, puisque le 100% sur les 3 ans à venir, pour nous, il était trop ambitieux. Donc, on a fait un scénario réalisable, en tout cas. On le souhaite comme ça, mais pour autant, il est quand même ambitieux. Donc, les objectifs annuels retenus, c'est de vendre 2000 composteurs à prix incitatif par an, distribuer et vendre, 100 lombricomposteurs, plus 60 sites de compostage partagés par an et plus 30 sites de compostage scolaire par an. Donc pour vous donner un peu un parallèle, actuellement quand on fait une bonne année de vente de composteurs, on en vend 500. Là, il faudra passer à 2000. Les lombricomposteurs actuellement sur notre territoire, il y en a à peu près 25-30 en service depuis 2017. Donc là, 100 lombris par an, c'est un gros challenge aussi. Et puis, je vous disais, on a une 60aine de sites de compostage partagés et autonomes. Donc là, il va falloir passer la vitesse supérieure aussi. Et puis, accompagner aussi la mise en place d'une collecte séparée des déchets alimentaires sur 14 communes qui ont été recensées les plus urbaines, entre guillemets, de notre territoire. Et ça ne concernera pas tout le territoire de ces communes-là, mais uniquement les centres-villes et les résidences, et on intégrera aussi les professionnels assimilés, puisque nous, SICTOM, on a la compétence collecte et on dessert principalement les ménages et les assimilés ménages. Voilà pour les objectifs de l'étude. Du coup, notre expérimentation de cette année, elle a commencé tout début février 2021. Et elle se positionne sur la ville de la Tour du Pin. C'est notre plus grosse commune actuelle sur notre territoire. Et c'est celle qui représente aussi, de par ces types d'habitats et de par sa population, qui entre dans le cadre appel à projet ADEME. Donc on a recensé à peu près 3200 foyers sur la ville et on est à un taux d'habitat vertical de 70%. Actuellement, il y a quand même des sites de compostage partagés sur cette commune. On en a 7. On a aussi 3 sites de compostage scolaire. On a 2 sites de compostage en établissement. Donc là, c'est des foyers personnes âgées. Et puis, au niveau compostage domestique individuel, on est moins de la moyenne d'hectares. On est à 10% des foyers équipés. Les préconisations de l'étude pour répondre à la réglementation, ça serait de distribuer 750 composteurs individuels en plus sur cette commune, 40 plomberies composteurs, d'installer 14 autres sites de compostage partagés, et puis de mettre en place la collecte séparée dans le centre-bourg et dans certaines résidences. Donc là, je vais vous décrire un peu comment on a mis en place la collecte séparée, principalement sur la Tour du Pin, sur la slide suivante. Donc, on a commencé fin 2020, évidemment, pour la préparation, mais de manière terrain, effective. On a distribué auprès des habitants, des foyers recensés, des kits de pré-collecte en porte-à-porte, et on a fait aussi des permanences dans les résidences
Donc ce kit de pré-collecte, il était composé d'un bioseau, soit plein, soit ajouré avec des sacs craft. C'était au choix du foyer auquel on proposait, et accompagné là aussi d'un petit livret explicatif de comment se déroulait cette collecte, le lieu de traitement, qu'est-ce qu'on faisait du déchet alimentaire, les lieux, les bornes aussi où les gens pouvaient déposer leurs déchets alimentaires, puisqu'on a choisi de faire de la collecte en apport volontaire dans des bornes. Je reviendrai dessus et puis il y aura une petite illustration. Donc ça, on avait une équipe d'ambassadeurs de prévention tri qui est passée pour ça. Après, le 8 février, on a démarré la collecte. Donc on a voulu l'effectuer en régie pour pouvoir l'ajuster si besoin. Et puis on a voulu s'assurer que ça se passe bien. Donc même si c'était la période hivernale, on a choisi de collecter 2 fois par semaine, et par le biais d'un unique agent, un chauffeur Reaper, et la location d'un camion Ben 7 tonnes 5 étanche, puisque nos camions actuels pour les ordures ménagères n'étaient pas adaptés à ce nouveau service. Donc on loue ce camion-là. Et puis, on a mis en place 13 points d'apport volontaire déployés en concertation avec la ville de la Tour du Pin. Et principalement, ils accompagnent déjà les points enterrés pour la collecte des ordures ménagères et le tri. Donc, on en a 13 qui sont accompagnés de 29 bacs 240 litres. Donc, ces bacs-là, ils ont été achetés d'occasion. Et puis les abri-bacs, on a 2 modèles aussi, puisqu'on était dans une expérimentation, on a voulu tester 2 modèles. Un à tambour avec poignée, et à tambour semi, comment on appelle ça, semi-inclus en fait dans l'abri-bac. Et puis un autre abri-bac à trappe avec une poignée et une pédale. Voilà, donc chaque point, sur chaque point, on avait ces 2 types d'abri-bac pour voir un peu où allait principalement l'usager, qu'est-ce qu'il préférait en termes de matériel, et qu'est-ce qui était aussi le plus pratique pour nous en termes de collecte. Donc là, il y a une slide sur le bilan, on en reparlera. Et dans les résidences, on a déployé des bacs de 140 litres. Que ça soit dans les abri-bacs ou dans les résidences, on installe une housse biodégradable à l'intérieur pour éviter de nettoyer trop souvent aussi, et prévenir aussi un peu des odeurs. Le lavage, en tout cas, il se fait en régie, donc 1 fois par mois, et puis en juillet-août, on l'a fait 2 fois par mois. En fait, c'est un camion aussi, un camion à Lyon qui suit le camion de collecte et qui fait l'échange entre un bac propre et un bac sale. Et on lave les bacs sales chez nous, sur notre siège, à la station de lavage, comme les camions. Et on a installé aussi cet été des plaques de gel désodorisant pour couvrir un peu les odeurs qui pouvaient être désagréables pour certains usagers. Donc notre équipe à nous pour cette expérimentation, elle est composée de 3 personnes, donc le maître composteur, moi-même et une personne à la communication. Donc c'était à peu près un temps de 0,6 ETP sur cette année-là, plus une équipe d'ambassadeurs du tri qui a représenté 630 heures pour le porte-à-porte, et pour aussi des stands sur les marchés entre janvier et le mois de mai. On tenait un stand un samedi par mois sur le marché pour continuer à distribuer les kits de pré-collecte et répondre aux questions des usagers de la Tour du Pin. Le traitement sur notre territoire, on a passé un partenariat avec un site une plateforme de compostage locale, mais qui est agrémentée sous produits animaux de catégorie 3. Donc c'est la plateforme Valterra, qui est située à côté de Crémieux, sur la petite commune d'Anton. Du coup, on est les seuls pour l'instant dépositaires de déchets alimentaires dans le cadre d'une collecte séparée comme ça. C'est un test pour eux, c'est un test pour nous aussi. Nous, on est allés vers eux principalement parce que c'est une question de proximité, et question qu'ils étaient agrémentés aussi pour recevoir ce type de déchets-là.
Donc notre coût actuel de dépose sur cette plateforme-là est de 56 € hors taxe la tonne. Donc on est beaucoup plus faible que un coût d'incinération, évidemment. Et tout ça, en fait, est utilisé dans des champs agricoles aux alentours de la plateforme, puisque les personnes qui ont créé la plateforme Valterra sont eux-mêmes aussi agriculteurs. La cible et l'objectif de cette expérimentation, c'était 2500 ménages en habitat vertical ou pavillonnaire dense et quelques professionnels, surtout les commerçants de proximité. Et l'objectif, c'était de capter 50% des biodéchets jetés dans les ordures ménagères. Pour notre calcul, on était environ à 30 kg par habitant par an. Voilà. Et sur les résultats... Ah non, avant, il y a les petites illustrations, je crois. Donc voilà, vous pouvez voir les abri-bacs qu'on a utilisés en haut droite. Donc celui de gauche, c'est un tambour. Et donc on l'actionne par une poignée, on vide le contenu de bioseau, on fait un tour de poignée, un tour de tambour, ça tombe dans le bac. Et celui de droite, il y a une poignée et une pédale, et c'est une trappe qui s'ouvre et qui se ferme, et de la même manière, on vide son contenu. En bas, c'est les bacs qu'on a mis en place dans les résidences. Donc, on a recyclé des bacs qu'on utilise pour la collecte des papiers. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un couvercle bleu. Mais en tout cas, sur la communication, on a mis le même logo de nos petites pommes de terre sur les faces avant et faces couvercle sur ces bacs-là, avec les consignes de tri aussi qui en fait sont 100% de déchets alimentaires et zéro emballage, mais elles sont un peu plus détaillées que ça. Et il y a le petit guide qui va avec aussi. Le camion de collecte, voilà. Et puis les deux types de bioseaux. Donc quand on a fait notre consultation, on souhaitait aussi proposer les deux types de seaux pour éviter initialement que les usagers aient fourniture à apporter, que ce soit des sacs en plastique biodégradable ou des sacs Kraft, mais aussi avec les résultats des approches des autres collectivités, on est parti quand même sur du bioseau ajouré avec sac Kraft et du bioseau plein, à savoir que les foyers préfèrent pour l'instant le bioseau plein. Donc sur le premier bilan, donc le nombre de foyers était peut-être un peu surestimé sur ceux qu'on avait visés pour cette collecte séparée. En tout cas, sont équipés 1200 foyers sur 1500 qui ont été rencontrés. Les refus étaient pour raisons multiples. Certains compostaient déjà par d'autres biais, alors que ça soit sur les sites de compostage partagés de la commune ou à l'extérieur, dans le cas de famille, dans le cas de professionnels. D'autres ne souhaitaient pas participer à ce nouveau tri-là. Les tonnages collectés, on est une moyenne mensuelle de 4,5 tonnes, une collecte moyenne de 550 kg. Et donc le ratio par foyer et par habitant, par foyer on est à 45 kg par an actuellement sur nos calculs, et par habitant on est à 18 kg avec, pour rappel, un objectif de 30. Donc on peut faire mieux. Vous voyez la petite courbe à côté, mois par mois, de nos collectes. Donc ça a bien monté les 3 premiers mois. Et puis là, on a eu une chute quand même sur cet été. Alors, j'ai pas eu le temps de détailler la corrélation avec aussi la diminution du tonnage en collecte sélective. Mais a priori, en collecte sélective, on a baissé aussi sur cet été, avec plusieurs hypothèses possibles de moins de personnes présentes sur la commune dans le cadre des vacances, ou un geste de tri qui s'est relâché aussi durant les congés. Bon, ce qui est à voir, c'est qu'on relève un petit peu la courbe ce dernier mois. Donc c'est à poursuivre. Sur cette année-là, on n'a pas trop eu le temps non plus d'aller rencontrer les professionnels qui souhaitaient participer à la collecte séparée en même temps que les foyers.
Donc ils ont reçu un courrier avec un petit questionnaire. Certains ont répondu, mais on n'a pas plus démarché que ça. Donc c'est ce qui restera à faire. Au niveau caractérisation, on a fait une au mois de mai sur notre plateforme de compostage. Donc on est à 8% d'indésirables quand même sur une collecte qui représente à peu près 500 kilos. Donc dedans, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait principalement 2/3, c'était du déchet alimentaire, mais conditionné dans des sacs plastiques. Donc ça part en refus. Et puis, il y avait aussi le reste, était des indésirables à caractère un peu plus exceptionnel. Donc, en souvenir, on a eu par exemple des sacs de terreau, des pots de fleurs en plastique. On a aussi des canettes et des bouteilles en verre parce que sur certains points, sur certaines places en centre-ville, et ben l'ensemble des poubelles enterrées ou des abris-bacs biodéchets sont utilisés un peu n'importe comment, comme des poubelles tout venant. Donc on a aussi une éducation à faire au niveau des turipinois sur certains points, ou alors on les déplacera, enfin, on s'interrogera là-dessus. Mais par contre, le conditionnement en sac plastique, là, il faut qu'on revoie aussi notre communication pour que les gens déposent bien tout en vrac. Sachant que le chauffeur, quand il collecte et qu'il voit des indésirables en superficie du bac, il les enlève. Et quand il décharge aussi sur la plateforme de compostage, s'il en voit d'autres, il les enlève aussi. Ce que je vous disais, la préférence pour les bioseaux, donc c'est ont principalement adopté le bioseau plein. On est à 2/3 de bioseau plein et 1/3 de bioseau ajouré. On a des retours très positifs des utilisateurs. Donc là, c'était quand on a fait le porte-à-porte, on a vraiment basé le discours sur la volonté des gens de participer à ce nouveau service-là. C'était pas une obligation. On donnait tout l'équipement nécessaire, on les renseignait tant qu'on pouvait, mais il fallait mieux privilégier la qualité que la quantité. Donc et puis, on n'a pas de dépôt sauvage autour des abris-bacs qui restent propres là sur cette bonne année entamée, et ni de dégradation non plus. Donc c'est plutôt positif aussi. Pour les améliorations, donc oui, là je l'ai déjà dit, on prospecte les professionnels assimilés et les établissements pour optimiser la collecte. Par exemple, il y a un collège qui est intéressé pour se lancer à la rentrée après les vacances de Noël. Et puis on a quelques restaurateurs qui emmènent déjà leur contenu de déchets alimentaires dans les abris-bacs. Donc c'est à suivre. Dans les résidences, donc le travail avec les bailleurs est assez long, donc toutes ne sont pas équipées. Et ça, on y reviendra, mais on tarde à avoir aussi des réponses de certains bailleurs pour pouvoir équiper les locataires de certaines résidences. Et sur la communication, donc là, les points d'amélioration qui ont été testés, c'est on a écrit un courrier adressé à chaque foyer participant au mois de juillet, je crois, c'était au mois de juillet, pour leur rappeler un peu les règles de fonctionnement du service et espérer diminuer le taux d'indésirables. Et prochainement, on mettra en place des nouveaux autocollants sur les abris-bacs, sur les points de dépose sur les abris-bacs, pour rappeler aussi les consignes plus clairement. Et avec notre fournisseur d'abris-bacs, qui est Aztec, on vise un test d'installation de réducteur de trappe qui permettrait aussi aux gens de ne pas insérer un sac poubelle entier par la trappe ou par le tambour en tout cas, mais ça laisserait juste l'espace de vidage, l'ouverture du bioseau, voilà, pour éviter d'avoir des trop gros aussi indésirables. Donc ça, c'est les points d'amélioration qu'on aura sur cette fin d'année, début d'année prochaine. Et en perspective, c'est la slide d'après. Donc on a répondu au deuxième appel à projet Aura Biodec, ADEME et Région pour le déploiement de la gestion de proximité et de la collecte séparée sur notre grand territoire. Donc là, c'est un programme sur 3 ans
2022, 2023, 2024 avec les objectifs qui ont été énoncés dans le cadre de l'étude. Au niveau de traitement, donc actuellement, on est sur une plateforme de compostage et on suit de près l'usine de méthanisation d'Ost qui va être normalement opérationnelle fin d'année 2022 et qui a un projet entre le cabinet Cap-Vert Bioénergie, la ville d'Ost et la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Depuis le début, on participe aux réunions préparatoires de ce projet-là. Donc il a été retenu principalement que cette usine allait absorber les déchets des agriculteurs, biodéchets des agriculteurs, ceux de l'industrie agroalimentaire. Donc si vous connaissez les jambons d'Ost, l'unité va être placée dans la même zone, donc à côté. Et puis les syndicats, les collectivités, on se positionne pour qu'elles puissent intégrer aussi les biodéchets des ménages. Donc ça, c'est pas acté pour le moment. Et au niveau des refus, donc on avait invité Cap-Vert Bioénergie à visiter le déchargement d'une collecte type sur la plateforme de compostage. Et ils sont un peu plus exigeants sur le taux de refus acceptable. Donc actuellement, on est à 8% et eux, ils nous accepteraient que 0,3%. Donc même si on fait tout l'effort nécessaire auprès des usagers au niveau matériel, ça va être difficile de descendre aussi vite. Donc il faudrait peut-être un pré-tri nécessaire pour être accepté sur cette usine de méthanisation, sachant que le pré-tri n'est pas prévu sur place et qui pourra se faire en partenariat peut-être avec un autre professionnel du territoire. Rien n'est acté pour le moment et en plus l'unité n'est pas sortie de terre tout à fait pour l'instant. Mais ça serait pas mal au niveau de notre territoire d'avoir cette plateforme de compostage sur la partie nord de notre syndicat et l'unité de méthanisation sur la partie sud. On serait bien couvert au niveau exutoire de traitement pour les biodéchets. Et on garde tout ce qui est partie végétaux sur notre filière actuelle qui est le compostage à la ferme. Voilà, avec un réseau d'une dizaine d'agriculteurs autour de notre point central qui récupèrent le broyat, le mélange à leurs effluents d'élevage et l'épandent en tant qu'engrais et structurant de leur sol sur leur terre. On lancera une nouvelle consultation pour le matériel en privilégiant du coup l'abri-bac à trappe, pédale et poignée pour deux raisons. La pédale qui est intégrée dessus et au niveau des normes d'hygiène est préférée des usagers. Et puis la trappe qui est préférée aussi par notre collecteur, notre chauffeur, puisqu'il est beaucoup plus simple d'ouvrir. On ouvre en fait la porte devant de l'abri-bac, on tire le bac, on le remet. On n'est pas obligé de soulever d'abord le tambour, sortir le bac, refermer le tambour. Ça fait gagner un peu de temps. Et au niveau nettoyage aussi, c'est beaucoup plus simple de passer un coup de jet ou un coup de lingette dans la trappe, ça reste plus propre. La seule inquiétude qu'on avait, c'est les éclaboussures quand on jette le contenant du bioseau dans le bac par la trappe, mais finalement, il n'y en a pas. Donc voilà, on privilégiera ce type d'abri-bac-là. Et si quelques personnes entre vous sont allés sur Polytech, il y a pas mal de fournisseurs qui maintenant se sont axés sur ce type de matériel-là. Au niveau du camion, quand on optimera les tournées, quand on passera à 15 communes au lieu de une, on envisage de louer un camion toujours étanche et qui permet cette collecte-là, mais avec un lavage en simultané. C'est quelque chose que nous propose notre fournisseur sur un modèle plus gros que le 7,5 tonnes actuel. Notre schéma directeur, c'est l'étude qui nous l'a un peu donné, mais il est à effectuer et à valider encore par nos élus, en insérant aussi, en travaillant en synergie aussi avec d'autres études qui sont l'optimisation des collectes et aussi la stratégie de communication. Et bien sûr, en faisant toujours un lien avec nos autres actions biodéchets autour du broyage, du gaspillage alimentaire et autres.
Donc, j'ai dit que notre syndicat allait s'agrandir en 2022. Le service réduction des déchets va s'agrandir aussi. Donc, on va passer de 2 équivalents temps plein à 7 équivalents temps plein, dont 3 chargés de mission compostage en contrat de projet et 2 agents compostage pour atteindre pour le mieux les objectifs de l'étude en 2024 et ceux qu'on a précisés dans l'appel à projet ADEME, Aura Biodec et Région. Donc voilà, je crois que j'en ai fini sur la présentation. Je ne sais plus quel temps que j'avais pour ça, mais place aux questions, je pense. Alors, Écoutez, merci oui. beaucoup. Oui, je te laisse la parole. Excuse-moi Estelle. Vas-y. Alors, dans le chat, plusieurs catégories de questions. Des questions portant sur le produit final, le compost, ensuite sur le matériel de collecte et puis sur les fournisseurs, sur les types de fournisseurs auxquels vous avez fait appel. Donc, sur le compost, est-ce que le compost est certifié? Oui, je crois que oui. Après, l'utilisation se fait qu'en utilisation agricole, mais c'est quelque chose que je pourrais demander à notre partenaire Valtera, parce que je ne sais pas précisément. D'accord. Donc, je ferai la réponse peut-être et je vous l'intégrerai pour le compte-rendu de la séance. D'accord. Ensuite, sur les équipements auxquels vous faites appel, le matériel de collecte, hein, donc est-ce que la collecte se fait bien en sac? Vous avez évoqué les sacs. Donc Oui, il y a alors des en questions fait, autour des sacs. Excusez-moi, je vais peut-être tout oui, regrouper. Autour des sacs, autour le REX que vous avez autour des deux modèles d'abri-bac. Quel est l'intérêt du bioseau ajouré par rapport au bioseau plein? Donc voilà, il y avait trois questions. d'accord. Les sacs, les abri-bacs et les bioseaux. Mm. Alors effectivement, nous, à chaque collecte, on insère une housse biodégradable à l'intérieur du bac pour éviter de laver trop souvent le bac. Donc c'est une housse certifiée au OK Compost et qui a été validée aussi par notre unité de traitement. Donc ça, elle est remplacée à chaque vidage. Après, sur les abri-bacs, j'avais commencé à le dire, nous, on teste à la fois les tambours et à la fois les trappes. On s'engagera sur les trappes pour des questions de facilité de collecte et de facilité d'usage aussi pour l'habitant. Par contre, on va tester cette fin d'année ou début d'année prochaine, au mois de janvier, un réducteur de trappes pour éviter que les gens mettent des trop gros sacs à l'intérieur, sacs ordures ménagères en l'occurrence. Et Vous l'intérêt... pourriez, pardon, est-ce que vous Pardon. pouvez citer les noms des fournisseurs Abribac et Biosso, apparemment? Alors Ouais. l'Abribac, je l'ai cité, c'est Aztec. Ils sont basés en Alsace, le siège est en Alsace. Et les Biosso, c'est Biloba. Ok. Et puis cette question sur l'intérêt du bioseau ajouré par rapport au bioseau plein. Alors nous, c'était les retours d'expérience des autres collectivités qui préconisaient des Biosso ajourés pour dessécher un peu le biodéchet avant de le vider. Pour nous, l'intérêt qu'on voit, c'est surtout que l'usager n'utilise pas de sac plastique, quel qu'il soit plastique pur ou biodégradable, et qu'il utilise les sacs Craft qui, eux, sont bien compostables à notre unité de traitement. Donc ça, c'est le gros intérêt pour nous. Par contre, l'usager aime moins, comme je l'ai dit, le bioseau ajouré parce qu'il faut acheter des sacs Craft pour les mettre à l'intérieur ou recycler des sacs Craft qu'on utilise dans le commerce en vrac, quoi. Mais il y a quand même une fourniture supplémentaire et puis il y a un risque quand même de coulure. Enfin, ils ont un peu ce souci-là, ou alors risque des animaux qui pourraient gratter aussi dans le bioseau, parce que là, nous, on est au niveau consigne à 100% déchets alimentaires. Donc, on collecte aussi le carnet, le laitier, etc. Donc, c'est pour ça qu'on laissait le choix aux usagers et que dans le cadre du déploiement, on continuera à laisser le choix aux usagers sur le bioseau, en D'accord. leur donnant les arguments pour l'un et pour l'autre. Toujours une question sur les fournisseurs. Le loueur de camions.
De qui s'agit-il? C'est notre loueur de camions ordures ménagères. Donc là, ça ne me revient pas non Ok. plus. Mais, je vous le donnerai au cours Mais il est possible de... du webinaire en interrogeant mon collègue qui est dans le bureau d'à côté. Je le mettrai dans le chat. Très bien, merci. Et puis deux questions plus d'ordre économique. Donc le coût de l'étude préalable sur le tri à la source. Le coût de l'étude. Le coût de l'étude. Alors là, nous, on était toujours financé à 75% par l'ADEME pour la réalisation de l'étude et elle a dû coûter aux alentours des 20 000 euros. Je ferai le point aussi pour vous donner un chiffre exact là, tout à l'heure. Ok. Et puis est-ce que vous avez des notions de coût de collecte ou Alors, d'évolution des coûts de collecte? notre coût de collecte actuellement, il veut absolument rien dire parce qu'en fait, on est dans un cadre d'expérimentation vraiment à petite échelle, avec une location de camion qui est pas optimisée, puisqu'on collecte vraiment que 2 fois par semaine, une tournée de 5 heures sur une ville. Donc, il vous ferait peur, je pense, le coût de collecte. Et il est vraiment pas, ouais, il est pas bien calculé pour le moment dans ce cadre de cette expérimentation-là. Et il veut rien dire en fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis certains coûts au niveau matériel et puis aussi au niveau coût de traitement en compostage. Mais la collecte, si on tient compte de la location du camion, de notre luxe de passer 2 fois par semaine pour l'instant, mais en régie quand même avec un chauffeur Reaper, il est beaucoup trop fort et c'est pas cohérent pour le moment, quoi. Il faut vraiment l'étendre aux 15 communes pour avoir un coût moyen et réel, je veux dire. Voilà. Merci beaucoup. J'ai fait De le rien. tour des questions. Alors j'ai Merci noté beaucoup, le Elise. fournisseur camion et autre chose à vous dire. Le coût Et le coût de de l'étude. l'étude préalable. Voilà. Oui. Ouais, je vais chercher ça et je vous le note tout de suite dans le chat. Merci, madame. Et Merci. si Merci le beaucoup, compost Elise. et si le compost est certifié. Et si le compost est certifié, tout à fait. Oui. J'ai des devoirs à rendre. Je le note. Merci beaucoup, Merci. Elise. Merci à vous. Merci pour votre intervention très riche et vraiment très intéressante, je pense, pour tous et qui peut être adaptée également à d'autres territoires en fonction des spécificités des territoires. On va passer maintenant à la prochain témoignage du SM4. Du coup, Madame Frédéric, je vous laisse la main sur votre diaporama. Ça vous va? On va essayer je vous laisse 20 minutes, si ça devrait aller. Est-ce que ça vous dérange pas si on déborde, je vous demande à tous de peut-être 10 minutes, la fin de l'intervention et qu'on a jusqu'à 11h40? Ok, bah écoutez, je vous laisse la main et on fera le relais également, comme tout à l'heure, des questions. Vous voyez bien l'écran? Très bien. Ok, parfait. Bonjour à tous. Donc Karine Frédéric, je suis directrice du SM4. C'est un syndicat de traitement des déchets du secteur 4 du Haut-Rhin. Secteur 4, c'est simplement que le Haut-Rhin a mis en place des secteurs géographiques. Et donc, pour faire le lien par rapport à l'intervention précédente, en fait, on est un syndicat qui est en charge uniquement de la partie traitement. On n'a pas la gestion de la collecte. Donc, c'est la différence principale par rapport à l'intervention précédente. Donc, au niveau de notre syndicat, nous sommes 135 communes, 6 collectivités membres. Ça représente pas tout à fait 155 000 habitants. Et c'est une typologie mixte à dominante clairement rurale. En fait, sur le département du Haut-Rhin, donc en Alsace, vous enlevez grosso modo les agglomérations de Colmar et de Mulhouse, et nous avons ce secteur ouest, donc plutôt rural, avec des communes-centres de 10 à 15 000 habitants. Donc on est en charge du traitement des OMR et des biodéchets, puisque la particularité, c'est que nous avons donc un site dédié à ces collectes séparées de biodéchets. Pour ça, on est propriétaire de 2 installations, donc une plateforme de compostage dédiée à ce tri à la source des biodéchets. Juste un mot pour dire qu'on était sur un ancien site de traitement mécanobiologique où on faisait du compostage sur
ordures ménagères résiduelles. Et la bascule s'est opérée sur le biodéchet à compter du 1er janvier 2010. Et nous avons également un centre de regroupement transfert de déchets non dangereux, donc ordures ménagères résiduelles et déchets encombrants notamment, et qui fait l'objet d'une concession. Et sur le traitement des OMR, nous n'avons pas d'outils de traitement en propre. On a des conventions de partenariat avec 3 usines d'incinération partenaires, puisqu'en fait, on a essayé d'aller au plus proche de l'exutoire de chaque collectivité membre concernée. Donc, qui dit traitement, mais dit aussi prévention des déchets, c'est très important. Donc, il y a une vraie complémentarité entre les deux compétences, prévention et traitement de ces déchets ménagers. Donc, pour ça, on est aussi accompagné par l'ADEME depuis 2010, dans un premier PLP volontaire de 2010 à 2014. Puis, on a enchaîné avec un contrat déchets économie circulaire par la suite. Et là, depuis l'année dernière, nous sommes entrés dans un contrat d'action relais matière organique. Le but de ce contrat avec l'ADEME, c'est vraiment de faire le lien entre la partie des actions de prévention liées à la matière organique et la gestion de cette matière organique. Et donc, on a pu créer début d'année 2021 un collectif prévention avec nos collectivités membres qui, tout le but de ce collectif, c'est d'avoir des tandems élus techniciens de nos collectivités membres et bien sûr des représentants du SM4 pour travailler autour de groupes de travail thématiques, dont un concernant les biodéchets et déchets verts. Donc l'objectif, c'est de faire et d'injecter de nouvelles actions de prévention. Donc il y a une vraie complémentarité entre la partie prévention amont et lancement d'opérations sur le compostage, que ça soit à domicile, partagé ou en établissement, que l'on fait en partenariat avec nos collectivités membres. Et puis dernier point sur la présentation générale, on est membre de plusieurs réseaux, donc le réseau Compost Plus, qui est un réseau national en fait de collectivités qui se sont engagées sur le tri à la source des biodéchets. Donc ce réseau fait la promotion de ce tri à la source des biodéchets et aussi la promotion d'un retour au sol de qualité. On est aussi membre du réseau Amorce, que vous connaissez peut-être beaucoup plus facilement. Et puis le dernier réseau à laquelle on adhère, c'est l'ASCOMAD. C'est un réseau de collectivités Bourgogne-Franche-Comté et Alsace. Sur la thématique du déchet. Passer à la slide suivante. Il ne marche pas. Pardon, excusez-moi, voilà, c'est bon. Donc, quelques mots sur qu'est-ce que comprend notre poubelle biodéchets. Donc, les collectivités membres qui se sont lancées donc, à partir de janvier 2010. Donc, ce sont essentiellement les restes alimentaires qui sont compris dans cette collecte des biodéchets. Tout ce qui va être restes de repas, fruits et légumes, épluchures, les restes carnés, les crustacés, fruits de mer, mais également aussi tout ce qui va être essuie-tout souillé ou carton alimentaire souillé. Donc chaque habitant qui est desservi par la poubelle biodéchets, en fait, donc c'est un kit complet de pré-collecte comprenant un bioseau ajouré et des sacs compostables en amidon de maïs. Et puis un bac de 120 litres avec un insert qui fait une contenance d'environ 80 litres. Donc ce que je voulais simplement dire, c'est que nous, on n'est pas en charge de la collecte. Donc cette opération de collecte, elle est menée par nos collectivités membres. Ils sont partis sur un dispositif, la plupart d'entre eux en porte-à-porte. Sur nos 6 collectivités, il y en a une qui a fait le choix de points de regroupement en apport volontaire, donc en mettant à disposition des bacs de regroupement de ces biodéchets. Mais l'essentiel de nos collectivités membres sont partis sur un dispositif en porte-à-porte avec une collecte hebdomadaire concernant les biodéchets et une collecte tous les 15 jours concernant l'ordure ménagère, puisqu'ils se sont aperçus, en fait, la plupart d'entre elles, il n'y en a plus qu'une collectivité qui n'est pas dans les extensions de consignes de tri, et ce qui fait que la poubelle résiduelle était très
faible par rapport au ratio par habitant par an concernant les biodéchets, et donc ils ont pu opérer ce choix de faire une C05 concernant les OMR, ce qui a permis de réduire leur surcoût lié à la mise en place de cette collecte séparée de biodéchets. Et juste une petite précision également, on s'est lancé aux côtés de nos collectivités membres en 2010, mais il y a eu beaucoup de démarches en amont pour monter le projet avec eux, et on n'aurait pas pu obtenir ces résultats sans le soutien vraiment à la fois technique et financier du Conseil départemental du Haut-Rhin, qui a lancé un appel à projet biodéchets dès 2008, à laquelle l'ESM4 a répondu, et nous avons été déclarés zone pilote biodéchets à compter de 2010. Et donc, on a eu, nos collectivités membres ont bénéficié de soutien financier pour l'achat des bacs, des bioseaux et des sacs. Et juste une dernière précision concernant les précontenants. Au départ, je fais le lien avec l'intervention précédente, au départ on était sur des petites poubelles pleines à pédales, et en fait on a basculé sur du bioseau ajouré au fur et à mesure au niveau de nos collectivités membres. Le constat, c'est qu'en fait on avait beaucoup de problématiques de jus, et le choix de ce bioseau ajouré a permis d'assécher le produit et de réduire la matière collectée d'environ 7%. Donc, je vous ai fait un petit graphique récapitulatif des tonnages de biodéchets qu'on a pu collecter depuis 2010 et traiter sur notre site de compostage dédié aux biodéchets. Donc, vous voyez en fait une progressivité des tonnages. Alors, une précision, en 2010, on n'a que quelques collectivités membres qui se sont lancées. Par contre, dès que les collectivités se sont lancées, on a atteint très rapidement les 13 000 tonnes dès 2014. Et en fait, on tourne autour de ces 13 000 tonnes de biodéchets collectés par an. Une chose aussi à préciser, on a à peu près, donc, sur nos 155 000 habitants, 120 000 habitants qui désormais font le tri des biodéchets. Et on a également des collectivités clientes partenaires, voisines, non membres, qui viennent depuis de nombreuses années aussi pour se trier à la source des biodéchets et leur traitement. Donc on arrive à un périmètre desservi d'environ 155 000 habitants. Le constat qui est fait, c'est le ratio biodéchets moyen de notre habitant SM4, il est de 60 kg par habitant par an en 2020. Et dans ces 60 kg, ce qu'on constate, c'est qu'il y a environ 50 kg par habitant par an de restes alimentaires. Et les 10 kg restants, c'est des petits déchets de jardin. La plupart de nos collectivités membres gardent une tolérance par rapport à cette présence de déchets verts. Mais par contre, s'il y a des débordements et que le constat qui est fait par le Reaper, c'est un amoncellement de déchets verts, le biodéchet n'est pas collecté. Enfin, la poubelle n'est pas collectée, pardon. Ce qu'on constate également, c'est que dès que le geste a été proposé aux habitants, il y a eu une adhésion très rapide. On a été même très agréablement surpris. C'est vrai qu'en 2010, il y avait encore peu de retours d'expérience sur le tri des biodéchets. Beaucoup de nos collectivités membres étaient assez partagées sur les quantités qu'ils allaient pouvoir sortir. Ce qu'on a beaucoup entendu, c'est mais on est ruraux, nos gens compostent, vous allez collecter, on va collecter du vide. 10 ans après, ce qu'on voit, c'est que vraiment il y a un fort engouement de cette filière biodéchets auprès des habitants. La qualité et la quantité sont en rendez-vous, et ça c'est une très bonne nouvelle par rapport à ce qu'on a lancé en 2010, et que au niveau de la qualité, on a moins de 2% en moyenne de refus sur le tonnage total entrant. Donc c'est vraiment plutôt très positif. L'année 2020, on observe une légère baisse, mais c'est vraiment lié à la crise sanitaire qu'on a tous vécue, puisqu'en fait on a 2 collectivités qui ont dû arrêter pendant quasiment 2 mois leur collecte séparée de biodéchets. Si on regarde la tendance 2021, elle est de nouveau à la hausse. On sera plutôt sur 14 000 tonnes de biodéchets sur l'année 2021. Voilà quelques chiffres sur
le traitement de ces biodéchets collectés. Donc là, je vous ai mis les chiffres 2019 parce que franchement, ceux de 2020 n'étaient pas représentatifs. Donc sur 2019, on a quasiment 14 000 tonnes de biodéchets entrants. On a environ 3600 tonnes de déchets verts entrants, puisque pour faire un bon compost, il faut bien sûr du structurant, amener du ligneux, et ça, on l'obtient grâce aux déchets verts qu'on fait rentrer. Donc il y a une première étape de broyage, puis la particularité, c'est que comme on sort d'un dispositif TMB, on a quand même une installation lourde techniquement, donc avec un grand bâtiment de fermentation dite accélérée, dans le sens où on insuffle de l'air pour accélérer la dégradation du biodéchet. Donc ce séjour dans la halle de fermentation dure 4 semaines. À l'issue de cette étape de fermentation, le produit est affiné, il est maturé pendant 2 mois. Ça nous permet aussi d'avoir l'obtention des résultats de tout ce qui est analyse. Et la production en 2019 de compost mature, c'est environ la moitié, un peu plus de la moitié de ce qui rentre, c'est-à-dire 9200 tonnes. Donc je vous ai mis l'exutoire principal qui est à 95% vendu aux agriculteurs. Donc on a la chance d'avoir, de toute façon c'était une logique de territoire, de privilégier le circuit court. Donc dans une bande de 25-30 km autour de la plateforme de compostage, le compost est écoulé en grande culture, notamment blé-maïs, et également en maraîchage. Alors, aux côtés de notre exploitant du site de compostage, on a voulu vraiment aller bien au-delà de la norme française qui nous semblait plutôt laxiste en matière notamment d'éléments traces métalliques. Donc, c'est aussi une démarche qualité qu'on a fait vis-à-vis du monde agricole. Donc, on s'est engagé sur plusieurs labellisations. Donc, la première obtenue, c'était l'écolabel européen dès 2012. En 2016, on a obtenu l'attestation ASCA, donc amendement sélectionné qualité attestée. Donc ça, c'est un label qui a été développé par le réseau Compost Plus, qui correspond à l'écolabel européen, doublé d'un ISO 9001 concernant la qualité. Et enfin, dernière étape de notre politique qualité, c'est l'obtention en début 2018 de l'attestation utilisable en agriculture biologique, qui nous a permis de diversifier nos débouchés et de permettre aussi à des maraîchers en cours de conversion de pouvoir venir s'approvisionner en compost. Donc en fait, c'est un peu particulier pour moi puisque j'étais supposée vous parler d'un projet que nous avions de moderniser le site de compostage en méthanisation. Voilà, il se trouve que la semaine dernière, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises par les élus qui font qu'on va devoir recalibrer ce projet, mais je me permets quand même de vous expliquer un peu la démarche prospective que nous avions faite. Donc le constat, c'est le site de compostage existant fonctionne très bien. La projection de 2021, c'est à peu près 18 000 tonnes entrantes. Il y a une très bonne valorisation agricole locale du compost, avec, c'est vrai, un produit labellisé qui convient aux agriculteurs locaux. Il est vendu également, mais dans une moindre mesure, on est sur du 300 tonnes par an aux particuliers qui viennent le récupérer sur site. Mais c'est quand même très important parce que ça permet d'avoir une boucle complète d'économie circulaire, puisque les gens contribuent au geste du tri des biodéchets et peuvent, à l'issue de la démarche de traitement, venir récupérer ce compost et alimenter en compost leur potager. Le constat clair, c'est qu'il est vraiment très important pour nous de renouveler cette installation qui est plus que vieillissante, puisqu'elle date à l'origine, même s'il y a eu des travaux successifs complémentaires, de 1985, et tout en poursuivant et en valorisant la filière qu'on a pu créer et surtout son axe local. Donc je ne vous rappelle pas, on en a tous conscience et vous l'avez rappelé au début, le contexte réglementaire favorable qui nous incite à généraliser le tri à la source des biodéchets d'ici 2024.
Et donc, on s'est lancé en 2018 sur une étude de modernisation de notre site avec l'objectif de comparer plusieurs scénarios. Donc, soit un scénario où on repart sur du compostage, un autre scénario où on part sur de la méthanisation seule, et un dernier scénario qui était celui retenu par les élus, à savoir une double filière de méthanisation des biodéchets puis compostage des digestats. Donc voilà tel que était pensé le projet de modernisation, avec un peu plus de tonnes entrantes dans la mesure où on est sollicité par plusieurs collectivités proches, voisines, qui n'ont pas d'exutoire et qui veulent se lancer ces prochaines années dans les collectes séparées de biodéchets. Donc 20 000 tonnes entrantes sur une filière de méthanisation. Donc la méthanisation en voie sèche à flux piston et avec une valorisation donc, du biogaz avec injection au réseau gaz local. Donc vous avez les chiffres qui reprennent la production envisagée, donc estimée de biométhane d'environ 14,6 millions de kWh. Par rapport aux digestats en excès, l'objectif c'était de les composter. Donc on pouvait, par le biais des études, voir que par rapport aux teneurs en matière sèche, on avait la possibilité de faire un compost sur digestat brut en les mélangeant avec des biodéchets frais pour un peu moins de 5000 tonnes. Et donc après, des étapes, j'ai envie de dire, classiques de compostage avec broyage, fermentation accélérée, maturation, affinage, et donc vente de ce compost mature par rapport à la situation actuelle, à peu près 3000 tonnes de plus de compost, mais toujours avec le même objectif et exigence qualité d'avoir les labellisations qu'on a actuellement. Donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais voilà comment était pensée l'usine, donc avec la partie réception des biodéchets, les étapes de pré-traitement préalable à l'envoi dans le digesteur. Donc vous avez là le digesteur à flux piston. Sur l'encadré rose, vous voyez la partie épuration de ce biogaz et puis la partie injection. Sur l'aval de la digestion, vous avez le mélange digestat et puis digestat déchets verts, biodéchets. Puis après la partie fermentation, halle de fermentation. Et puis vous voyez également sur les étapes suivantes la partie affinage et donc la partie concernant l'overband, l'aspiration aérolique, tous les traitements complémentaires pour affiner au mieux le compost final. Nous avions aussi fait une analyse environnementale pour voir comment se situerait notre projet en matière d'émissions de gaz à effet de serre comparativement au gaz naturel classique qu'on peut avoir dans le réseau gaz. Donc on a essayé de prendre en compte toutes les émissions on va dire à toutes les étapes du projet, qu'il s'agisse de la partie travaux ou de la partie exploitation. Donc la ligne amortissement et l'investissement correspond à la partie travaux. Il y a les émissions liées au compostage, liées à la méthanisation, les différentes consommations observées. Et donc, tout regroupé, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le projet représentait la moitié des émissions du gaz naturel substitué, à hauteur de 0,103 kg de CO2 par kWh. En termes de projection budgétaire de notre projet, donc avant la remise de l'offre finale, on était sur un coût d'investissement global de l'ordre de 30 millions d'euros hors taxe, avec une double valorisation, donc recettes gaz et recettes compost, mais clairement l'essentiel des recettes sont liées au compost, sur les 1 300 000 euros de recettes annuelles. Et puis une unité de traitement complètement remaniée, renouvelée, par rapport à l'existant, et un coût de traitement cible de 85 € par tonne, tenant compte de subventions ADEME liées au programme Agir pour la transition à hauteur d'environ 30%.
Alors, le projet était aussi dessiné avec un montage juridique particulier, c'est-à-dire une concession via une CEMOP. Alors, une CEMOP, grosso modo, c'est une SEM, mais à opération unique. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment définir très clairement en amont ce qu'on met comme champ de compétences pour cette CEMOP, puisque contrairement à une SEM, on ne peut plus la faire évoluer au cours de sa durée de vie. Le schéma que vous avez représente un peu les différents acteurs et les différentes étapes par rapport à cette CEMOP. Donc, le SM4 est une autorité concédante. Il signe avec la CEMOP un contrat de concession. La particularité, c'est que cette même CEMOP, ses actionnaires, c'est à la fois le SM4 et un partenaire privé. Donc, le SM4 est à la fois autorité concédante et co-concessionnaire. Donc le curseur qui avait été imaginé par les élus, c'était d'être légèrement minoritaire, donc à hauteur de 49,9% du capital de cette CEMOP. Donc cette CEMOP, c'est elle qui fait les demandes de subvention et c'est elle aussi qui fait les contrats d'emprunt. Et c'est également cette CEMOP qui signe les sous-contrats liés aux différents champs de compétences qu'elle exerce, c'est-à-dire conception, construction, exploitation, maintenance, avec différents opérateurs. Et on avait ajouté également dans son champ de compétences l'exploitation du site existant jusqu'à la mise en service de la nouvelle installation, parce qu'on ne voyait pas bien comment on allait pouvoir gérer les interfaces entre la construction de la future installation et l'exploitation du site existant. Donc ça représentait pour nous un projet territorial pionnier et durable dans le sens où on proposait une double valorisation à la fois énergétique et matière avec un retour au sol d'un compost labellisé. Donc on a un retour d'expérience important sur le traitement des biodéchets puisque ça fait maintenant 10 ans qu'on l'exerce sur notre territoire. Le projet représente un passage de 8 à 12 équivalents temps plein sur le site, plus les emplois indirects liés à la partie travaux et à la future partie maintenance. Et on a déjà parlé retour au sol de qualité et l'injection au réseau. Donc les démarches, je vais vous faire un état des démarches opérées. Donc on a lancé cette consultation pour le contrat de concession de la CEMOP en mars de l'année dernière, et pour tout vous dire, c'était le premier jour du premier confinement, donc c'était pas évident comme démarrage. On a subi pas mal de retard parce que voilà, les frontières étaient fermées, on était sur une consultation européenne, donc avec toutes les difficultés pour nous et les deadlines qui changent. Donc on a fait une réception des offres initiales en septembre de l'année dernière, une analyse qui a suivi au cours de l'automne 2020, et on a enclenché les négociations fin d'année dernière. Mais c'est vrai que sur une procédure comme ça, on a subi 3 confinements avec toutes les contraintes que ça sous-entend, donc pas mal de complications et de délais complémentaires. Donc fin octobre 2021, c'est-à-dire il y a à peu près 20 jours, nous avons reçu l'offre finale issue de la partie négociation. Et donc, fin de semaine dernière, nous avons été amenés à rejeter l'offre finale du candidat, car elle ne correspondait plus aux besoins et aux exigences de la collectivité qui étaient dans notre cahier de charge initial. Et donc, nous sommes amenés, alors c'est quand même, je dois vous dire, assez frustrant pour moi qui ai travaillé et déployé beaucoup d'énergie comme tous mes collègues sur ce projet. Et donc 3 ans, voilà, c'est pas mal de frustration, mais donc on repart, on va se redonner une nouvelle énergie pour recalibrer un projet de modernisation du site de compostage parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une vraie urgence quant à renouveler cet équipement et donc on ne peut pas se permettre de laisser le site tel quel. Donc on va faire une réflexion sur le choix technique à retenir qu'on évalue pour le printemps 2022
et puis repartir sur une nouvelle consultation et refaire les démarches qu'on avait opérées. En tout cas, c'est une véritable nécessité. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et puis j'attends sans problème vos éventuelles questions. Merci beaucoup pour votre intervention, vraiment très riche, très belle expérience qui va se poursuivre. Ce n'est juste un coup d'arrêt pour mieux repartir. On va dire ça. Mais à chaud, c'est quand même pas évident. Guillaume, je pense que tu voulais prendre la suite. Il y a quelques questions. Oui, quelques questions avant, oui. Ouais, il y a quelques questions. Alors, merci beaucoup pour la présentation, en plus avec le final qui doit être effectivement assez difficile à vivre pour vous. Il n'empêche que vos collègues du SICTOM de Morestel saluent les performances de votre filière par le chat. Hein. Ensuite, plusieurs questions, effectivement. Quel était le ratio de 2019, vous l'avez présenté. Valérie Rivière qui pose la question, donc ça veut dire que les déchets emballés ne sont pas autorisés. Ou alors sous quel type d'emballage? Alors non, on n'a pas du tout de déconditionneur sur site. Donc c'est vraiment du tri à la source des biodéchets. On n'accepte pas les déchets, par exemple, type de l'agroalimentaire, qui ne seraient pas triés en amont. Ok. Ensuite, des questions plus d'un point de vue tarifaire pour la vente du compost. Donc, le compost labellisé, à quel coût il est commercialisé auprès des agriculteurs? Est-ce que le coût du transport est inclus? Et est-ce qu'est intégré un tarif dégressif? Alors, par rapport aux tarifs en vigueur, je rappelle juste une chose, un élément de contexte que j'ai dit, c'est qu'on part d'un ancien TMB. Donc on a un handicap par rapport à la vente de ce compost parce que clairement c'est les mêmes agriculteurs qui nous l'écoulaient précédemment. Et donc si par exemple je me comparais avec un site totalement nouveau qui a enclenché une filière ces dernières années, il a certainement une possibilité de revente plus importante que moi dans mon contexte particulier. Donc on n'a pas de transport dedans. C'est l'agriculteur qui vient le récupérer sur site avec ses propres moyens. Et donc, on a un tarif dégressif qui, si on part sur plus de 300 tonnes, on est à 4 € par tonne sur du compost à 20 mm. Parce qu'on a j'ai pas été dans les détails, mais on a deux catégories de compost qui sont vendus. Un compost fin à 20 mm et un compost surfin à 10 mm qui est plutôt privilégié par les particuliers. En fait, l'agriculteur prend plutôt quelque chose un peu plus grossier, et le particulier, c'est plutôt du surfin à 10 mm. Donc, si l'agriculteur récupère plus de 300 tonnes, il bénéficie du tarif à 4 € par tonne. Par contre, jusqu'à 10 tonnes, c'est 20 € tonne. Et donc, vous voyez le curseur entre 20 € et 4 € selon les tonnages écoulés. Et sur le compost surfin, on est sur du 50 € tonne. D'accord. Merci. Est-ce que vous pouvez apporter des précisions sur l'étape d'affinage? En quoi cela consiste? Alors, sur l'affinage, on a un trommel. En fait, la maille est à 20 mm. Et donc, tout ce qui va être considéré comme inférieur à 20 mm va être considéré comme le compost. Et les choses supérieures à 20 mm, c'est des résidus plastiques qui vont être sortis. Simplement, on fait plusieurs cycles parce que selon la météorologie, en fait, le crible est à l'extérieur. Donc, s'il y a des précipitations, on peut avoir la matière organique qui est assez humide et donc le phénomène de colmatage. Et ça serait dommage de perdre de la matière organique à valoriser. Donc, on fait plusieurs cycles. Donc, ça veut dire que le produit supérieur à 20 mm va être réinjecté 2 à 3 fois dans le bâtiment de fermentation pour vraiment obtenir
un maximum de valorisation. Ok, une question sur la méthode qui a été utilisée pour l'analyse de cycle de vie, enfin en tout cas le bilan gaz à effet de serre. C'est la méthode type bilan carbone, hein. D'accord. Voilà. Ça a été fait par un bureau d'études qui a toutes les habilitations pour faire ce genre d'études. Ok, et puis merci aussi pour vos éclairages sur votre retour d'expérience sur les biosols ajourés par rapport au biosols plein, puisque la question avait été posée sur l'exposé précédent. Et donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est que ça, pour vous, ça permet de réduire les volumes en asséchant les matières, quoi. Tout à fait. Et puis moins de plaintes des habitants, notamment en été avec les jus, parce que ce qu'on observe nous avec nos dispositifs, c'est, je dirais, quasiment les mêmes ratios tout au long de l'année, mais pas forcément le même type de biodéchets. C'est-à-dire que là, on commence la période hivernale, on va faire le plein de restes d'agrumes. Et puis Ouais. après, on évolue vers la tomate en plein milieu de l'été. Donc voilà, c'est vrai que ça soit les agrumes ou les tomates, ça fait beaucoup de jus. Et là, vraiment, les habitants sont plutôt satisfaits des nouvelles distributions faites par nos collectivités membres concernant des biosources à jouer. On prend une dernière question et puis on va passer au J'ai fait le dernier tour des témoignage. questions, je T'as ne fait le vois tour- pas de nouvelles questions. il y en avait une dernière, mais peut-être qu'on la prendra à la fin sur le protocole méthode émission CO2. On peut peut-être attendre Je la l'ai fin évoqué pour tout y à l'heure. répondre. D'accord, bah Je l'ai excuse-moi. posé, je l'ai posé. Pardon, Pardon. je retire ce que j'ai dit. Bah écoute Guillaume, je te laisse présenter Monsieur Tony. Merci encore Madame Frédéric. De rien. Ok, merci Madame Frédéric, merci Estelle. Eh bien écoutez, pour conclure cette série de 3 témoignages, je vous propose d'écouter le témoignage de Christophe Tony, donc responsable au service relations, responsable du service relations entreprises et partenariats au festival Jazz à Vienne, que je pense la majorité d'entre vous connaissent, hein, un festival qui en moyenne, Christophe nous le confirmera, mais à 200 000 festivaliers sur 2,5 semaines, quasiment le 6e événementiel en France. Et donc Christophe va nous montrer comment, dans le cadre d'un événementiel de ce type, on peut mettre en place une réflexion et même des actions fortes sur l'économie circulaire, la valorisation des biodéchets. Christophe, je vous laisse la main. Alors ça sera un témoignage oral. Il y a une diapo qui illustre, voilà. Et Je vais la voilà, mettre. Christophe, peut-être mettre votre caméra. Merci à vous et à tout à l'heure. Et bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous m'entendez. Alors je vais Très peut-être bien. bloquer la caméra en attendant, mais je vous laisse mettre voilà, le petit visuel. Oui, effectivement, merci pour l'invitation. Alors en intro, vite fait, effectivement, Guillaume a commencé. Jazz à Vienne sur on va dire, une période référente, la dernière qui reste 2019. Jazz à Vienne, c'était plus de 230 000 festivaliers répartis sur un festival qui dure entre 15 et 18 jours en fonction des années, sur 2 sites principaux, le Théâtre Antique, dont la capacité maximum est de 7500 personnes, et puis un deuxième site qu'on appelle les Jardins de Cybèle, et qui peut recevoir, on est sur des statistiques sur 15 jours de festival en 2019, près de 60 000 personnes. Le Théâtre Antique étant la seule scène payante et les scènes de Cybèle sont en accès libre de midi jusqu'à 3 heures du matin avec l'essentiel de nos projets qu'on mène à l'année et qui servent de présentation des projets rendus, principalement un tremplin, une académie du jazz, etc. Là, sur le sujet qui nous concerne, nous, alors je disais 2019, dernière date un peu référente, puisque 2020, comme tous les événements, on a dû annuler sous la contrainte de cette crise sanitaire. Et puis 2021, on a joué uniquement sur la scène du Théâtre Antique. Alors on a été un des rares festivals à jouer, d'ailleurs un des tout premiers de l'été. Alors parce que la prépa était un peu compliquée, hein, vous l'imaginez.
une organisation comme Jazz à Vienne, même si ça dure 18 jours, entre 15 et 18 jours, entre fin juin et mi-juillet, on va dire, c'est un an de préparation. Pour le timing, le mois d'août est off pour l'ensemble des équipes et dès début septembre, c'est reparti pour l'organisation parce qu'on mène des actions aussi à l'année, l'événement phare étant le festival, évidemment. Euh, voilà, on est à peu près, on va dire, une quinzaine de salariés à l'année sur le festival. Bon, ben, c'est un des événements les plus, on va dire, oui, les plus importants au niveau national et c'est le premier événement culturel de la région Auvergne-Rhône-Alpes par sa fréquentation. L'organisation d'un événement comme Jazz à Vienne, ça mobilise plus de 400 personnes en exploitation, 40 fiches de paye, près de 200 bénévoles. On collabore avec 300 entreprises clientes, des prestataires, des partenaires, une cinquantaine de porteurs de projets, d'associations, de structures spécialisées. Jazz à Vienne, un événement déjà, la présence d'un événement comme celui-ci a un fort impact sur son territoire. Alors un impact positif et négatif, on va dire, un impact social parce qu'on mène, comme je disais, des projets culturels à l'année, l'objectif étant d'amener la culture au plus grand nombre. Là, un impact économique, les retombées économiques directes, indirectes, les emplois générés, et puis un impact environnemental plutôt, on va dire, négatif par les nombreuses émissions qu'on peut lier au transport, aux déchets générés, aux nuisances sonores et autres. Évidemment, si on veut être le plus responsable possible, on ne fait pas d'événements. Et là, on aura zéro impact. Mais comme je le disais, il y a aussi un impact positif et on s'est fixé, nous, comme objectif de mieux maîtriser l'ensemble de nos impacts sur notre territoire, avec comme ambition, effectivement, de maximiser que je peux appeler c'est l'héritage positif. J'en parlais, les retombées économiques, sociales, etc. Et en minimisant pardon, nos impacts négatifs. Alors, on est engagé depuis pas mal d'années dans cette transformation, finalement, responsable de notre organisation. On vient d'obtenir une certification, la ISO 20121 en management événementiel responsable pour notre politique de développement durable. Alors c'est on va dire, le plus haut standard international de l'éco-responsabilité pour l'événementiel qui atteste d'un management responsable sur le plan environnemental, économique, social et c'est basé sur comme vous connaissez certainement, sur la base des normes ISO dans une logique d'amélioration continue des pratiques. Alors, cette certification, elle valide notre système de management pour les prochaines années en intégrant vraiment le développement durable dans toutes nos réflexions. Alors, c'est pas un trophée, hein, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. C'est vraiment on avait le choix de structurer en fait notre démarche et d'avoir une vision à long terme. C'est pas un label, c'est un peu plus contraignant, j'ai envie de dire, dans le fait de mettre en place des procédures, des indicateurs de mesure et autres. On est peut-être un peu moins habitué dans le secteur culturel. Moi, je pilote cette démarche pour le festival. Parce qu'on avait, comme je le dis, envie de travailler dans un cadre structurant et d'essayer de poser les rails pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Comme je l'ai dit, il y a un fort impact. On embarque beaucoup de gens dans cette aventure. Et dans ce travail-là, en fait, on voulait répondre à nos enjeux. On en a fixé 3 et c'est aussi la base de ce que je vais expliquer, ce qui va nous concerner sur notre gestion des déchets, mais aussi sur notre ancrage local et la promotion du territoire. On s'est fixé 3 axes. Un premier, vite fait, sur Jazz à Vienne, ouvert sur les publics, la transmission artistique, les actions culturelles, l'accessibilité physique et autres. Mais je ne vais pas l'évoquer aujourd'hui. Les 2 points qui me semblaient importants pour illustrer le témoignage, c'était le deuxième sur Jazz à Vienne, acteur de notre territoire. On a défini tous ensemble, avec toutes les équipes, des enjeux qui nous semblaient essentiels pour le festival, l'ancrage local, la promotion du territoire,
et les appros en local. Et puis le dernier axe sur, comme je l'ai dit au départ, limiter notre empreinte écologique sur la mobilité des publics, la gestion des déchets. Et finalement, tout est lié, ces deux axes sont liés, à la fois sur l'ancrage local, la promotion du territoire et puis notre gestion des déchets, et finalement une réflexion globale sur finalement l'économie circulaire aussi. En fait, ça a commencé aussi par notre gestion des déchets, puisque donc je le rappelle, Jazavien est un EPIC, un établissement public. On est sous la tutelle de Vienne-Condrieu Agglomération. Jazavien aussi constitué, parce que c'est important de le dire, sur un budget entre 6 et 7 millions d'euros à l'année. On est à peu près à 80% d'autofinancement par la billetterie, par le service que je gère aussi sur la commercialisation de solutions réceptives pour les entreprises, les partenariats, le mécénat et autres. Et puis 20% d'aide publique qui nous aide à développer beaucoup de projets, j'en parlais à l'année aussi. Sur notre gestion des déchets en 2018-2019, alors je coordonne le service des relations entreprises et puis les aspects un peu développement, je coordonnais la certification. En tout cas, je suis pas le monsieur développement durable du festival parce qu'on n'avait pas envie de reposer ça sur simplement une personne. C'est pour ça que le travail de la norme nous semblait intéressant. Il y a peu de festivals qui le sont, certifiés à ce niveau-là. 5-6 voilà, à ce jour. On est le premier événement certifié en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est vraiment c'est un travail de fond qu'on a mené parce que ça évalue notre système de management. Et en 2018-2019, on a fait un constat, on n'était pas satisfait. La qualité de notre tri n'était pas efficace. On s'est rendu compte que nos bacs de tri n'étaient pas adaptés. Et on avait besoin de remettre à plat un peu tout ça. Le fait d'être engagé dans une norme, on pose nos objectifs, les plans d'action, mesures correctives et autres, amélioration continue. Donc ça nous a permis d'accélérer un petit peu notre travail et c'est aussi lié sur nos appros. Je ferai le parallèle entre les deux, mais si je commence sur les déchets, effectivement. Et on s'est dit, il faut qu'on se mette des objectifs, évidemment, à moyen et à long terme là-dessus. On a, premièrement, réduire au maximum nos déchets générés. En deux, améliorer la valorisation des déchets, je vais appeler dits inévitables. Et puis un point sur que j'appelle encourager l'éco-conception, et vous verrez par l'application comment on le met en forme. Et puis on a décidé radicalement en fait, de changer la politique d'implantation de nos bacs de tri. Jusqu'à maintenant, nous disposions en collecte de Duetto, un double sac, donc sac OM, ordures ménagères, et puis le jaune recyclable. Et on en avait de partout. Sur tous les sites, sur les 2 sites principalement, c'était la politique de plus on va mettre des Duetto de partout, plus le festivalier, il n'a pas besoin de se déplacer beaucoup pour trouver une poubelle. Il s'est trouvé que un manque de sensibilisation aussi, c'était un peu un copier-coller chaque année, et puis il y avait un peu ce principe, malheureusement, les poubelles, en tout cas sur un événement, dès qu'elles sont sorties du site, elles ne nous concernent plus. Et on a la chance d'être assez proche des équipes de Vienne-Condrieu Agglomération. Et quand on a fait ce constat avec les équipes des collectes des déchets, moi on avait envie de savoir un peu que devenaient évidemment nos déchets. Et puis il fallait on avait enclenché cette nouvelle politique. Du coup, dans la réduction de nos déchets générés, donc ça faisait déjà depuis quelques années l'interdiction des produits à usage unique sur les espaces de restauration, puisqu'il y a la restauration du public, il y a aussi les traiteurs. Moi, je reçois à peu près
j'ai une capacité d'accueil de 500 personnes pour des cocktails entreprises par soir pendant 15 ou 18 soirs. Il y a la restauration aussi des artistes, des équipes. Donc voilà, c'était vraiment un sujet là-dessus. L'idée était de réduire des contenants, les emballages liés à cette restauration. Euh, voilà, c'était un peu nos axes là-dessus. Sur l'amélioration de la valorisation des déchets, euh, ce travail en parallèle était de mettre en place une collecte pour les biodéchets. On avait la chance d'avoir sur le territoire un, un méthaniseur géré par Agrometa. Euh, Vous m'entendez? Oui, hop, j'ai cru que c'était parti. Les équipes de l'Aglo nous ont fait rencontrer M. Dominique Ronzon, Agrometa, pour l'implantation de ce futur méthaniseur. Et en discutant avec lui, on s'était mis un objectif, nous, en se disant, objectif 100% de nos déchets liés à la restauration doivent être compatibles avec le méthaniseur. Ça concernait le par exemple, on vendait de la glace, pot de glace, la cuillère, la serviette, et puis tous les emballages liés à les restaurations. Jusqu'à maintenant, on avait pas mal de prestataires, et c'était un travail, on avait beau élaborer une charte finalement de la restauration pour, je disais, limiter les produits à usage unique, et de demander à nos prestataires d'avoir des emballages liés à la restauration qui étaient recyclables, mais comme on avait envie de mettre en place cette nouvelle filière et d'alimenter le méthaniseur, en fait, on est parti de ça. Et ce qui était intéressant, c'était de partir d'une acceptation 100% méthanisation de nos déchets. Du coup, les années précédentes, c'était vraiment du contrôle qu'on faisait. On devait sans cesse, avec nos prestataires, vérifier si les emballages qu'on avait validés ensemble, ils étaient bien en application pendant l'exploitation. Et effectivement, on se rendait compte que parfois, par des soucis d'appro de certains prestataires, eh bien, il n'y avait pas les bons emballages, mais ils nous disaient, on est désolé, j'ai été pas livré, mais dans 2 jours c'est bon, ainsi de suite. Et finalement, on a décidé de, de- de prendre un peu la main là-dessus et ça va avec nos appros, de dire bon bah moi je vais les acheter et je vais les proposer aux prestataires. Donc, ce qui était intéressant dans cette démarche, c'était avec par exemple Dominique Ronzon, je parlais d'Agrometa qui gère le futur méthaniseur, de dire bah, c'est toi Dominique qui va me valider en fait les produits que je vais acheter pour on est sûr qu'ils soient 100% compatibles. Donc on est parti à sourcer, nous, des serviettes en papier, des pots de glace, des petites cuillères, où une fois que c'était validé et que c'était 100% compatible, et bien du coup on pouvait les proposer. On a poussé un peu la démarche euh, sur l'envie, c'est de donner du sens à ce qu'on fait et c'est de faire rencontrer les gens aussi. Et donc, en rencontrant, on a la chance d'avoir sur notre territoire un, un centre de recherche, le centre de recherche de Alstom, on discute avec eux, on les rencontre et finalement on a provoqué un peu la rencontre entre d'un côté M. Ronzon qui gère la finalité avec le méthaniseur et un centre de recherche d'Alstom sur le papier. Et finalement on a dit, est-ce qu'on réfléchirait pas ensemble avec un papier sulfurisé unique qui servirait à emballer tout ce qui concerne la restauration et surtout qui serait 100% compatible avec des contraintes en respectant les normes sanitaires, au contact des aliments, qui soient suffisamment résistants au gras, ainsi de suite. Excusez-moi, Monsieur Tony, je Oui. vais peut-être, juste parce que je vois qu'il y a des gens qui commencent à couper, peut-être vous inviter à aller vers la conclusion. En tout cas, c'est vraiment très intéressant tout ce que vous mettez en œuvre. Voilà, c'est pour pouvoir peut-être prendre quelques questions et conclure. Ok. Merci. Donc vous voulez que je conclue? Euh,
pas trop tarder en tout cas, aller vers la conclusion parce que je vois qu'il y a des participants qui se déconnectent, donc c'est histoire qu'on puisse avoir un temps d'échange à la fin avec encore quelques participants. Ok. Eh bien, du coup, voilà, 100% de maintenant, on a développé ce papier et maintenant on l'impose et tous nos déchets liés à la restauration sont méthanisables maintenant. Et en parallèle, effectivement, sur l'économie circulaire, eh bien, on, on travaille de plus en plus en local et sur à, effectivement réduire les bouteilles d'eau. Pour l'année prochaine, il n'y aura plus de bouteilles d'eau sur le festival, à la vente au public, et puis de travailler de plus en plus en local. Euh, voilà. Et puis, pour conclure, eh bien, pour pousser un peu les collaborations, on a décidé de l'éco-conception de fabriquer nos propres meubles de tri avec les équipes de Tri Rhône-Alpes. Euh, voilà, sur le festival. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup. C'est très intéressant de voir la diversité des interventions et des possibilités du coup de tous contribuer d'abord à la prévention des déchets et à la valorisation. Euh, oui, une question d'Élise du coup. Avez-vous créé un guide éco-événement pour votre festival? Qu'est-ce que vous appelez un guide éco-événement? Je vais peut-être laisser Élise prendre la parole parce que je ne saurais pas. Oui, bonjour. Bonjour. Savoir un peu si vous avez un petit guide qui recense toute votre méthode, vos contacts pour mettre en place des gestes éco-événements dans votre festival. Il y a aussi des bénévoles qui vous rejoignent, qu'il y ait des fiches méthodes ou des choses comme ça. Alors oui, ça fait partie en fait de notre démarche, en tout cas des principes à suivre pour la norme ISO, c'est-à-dire d'informer effectivement tout ce que je vais appeler toutes les personnes impliquées là-dessus. Donc on produit des documents effectivement à destination des bénévoles, en tout cas des équipes techniques. C'est vraiment une démarche globale là-dessus. Donc après, on fait partie je fais partie de groupes de travail aussi avec d'autres événements aussi au niveau national pour des échanges de pratiques euh, là-dessus. Donc on a des documents, on a produit pas mal de documents en interne finalement, moins à disposition du public puisque c'est un travail de fond et puis ensuite ben, on continue nos applications et nos actions dans Si ce jamais domaine-là. il y a des fiches qui sont diffusables, peut-être qu'on pourra les partager avec les participants. Si vous avez des choses qui sont diffusables au grand public ou aux collectivités, n'hésitez pas à me les transmettre. Oui, ok. Ça peut Oui, être en fait, oui, c'est plus des documents en interne. Après, oui, des documents qui peuvent être intéressants pour d'autres événements s'ils le souhaitent, ou on essaie d'adapter notre discours en fonction des publics aussi. Euh, Après, c'est assez intéressant à travailler, effectivement, là, sur ce papier unique, euh, puisque voilà, on réduit considérablement ça. Et puis, on a récupéré pour la première fois les biodéchets sur le festival. Il y a une photo qui l'illustre pour récupérer tous les biodéchets. Donc, tout ce qui était, ce que j'appelle biodéchets sur le festival, il y a la restauration. Je disais, c'était pots de glace, cuillères, serviettes, le papier sulfu d'emballage. Et puis le reste à manger des festivaliers. On a essayé de le travailler, ce meuble de tri, avec des formes, des couleurs, formes, avec différents niveaux de lecture pour pousser un peu le, 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 le- le côté un peu plus ludique, comme je disais tout à l'heure. On a diminué considérablement les points d'implantation. On en a réduit à deux uniquement sur le théâtre antique. On avait un peu peur que le festival soit sale à la fin de chaque Et soirée. le constat, non, finalement. Le constat, non, c'est un très bon retour, même si en fait 2021 n'était pas trop. Pas une euh, année de référence, forcément. non, puisqu'on a fait le retour du gobelet en carton recyclable pour des raisons sanitaires avec nos personnels du bar. C'est l'ARS qui nous avait conseillé
de faire ça. Mais non, en fait, l'objectif de tout ça, c'est de rendre la poubelle, le conteneur ludique, joli, mis en avant, éclairé. On est en train de l'améliorer pour 2022 pour que maintenant ce soit quelque chose que tout le monde voit, comme les toilettes dans un événement où on cherche plus les toilettes. Eh ben, on doit mettre en avant ces bacs de tri, les rendre jolis, ludiques et, euh, et Vous avez peut-être des retours sur les taux de refus, enfin, sur les gestes de tri, les différentes oui, collectes? oui, on en a eu quelques-uns. Là, bientôt, là, on va faire la grosse réunion avec tous ces acteurs pour faire ressortir tout ça. On a fait quelques caractérisations là-dessus. Après, euh, on, ça, c'est une première étape puisque on accepte, en fait, tout festivalier peut venir avec son sandwich, son papier alu, sa petite bouteille d'eau. On tolère beaucoup de choses, nous, sur l'événement. Et donc, du coup, là, c'est une première étape. Et puis après, petit à petit, parce qu'en fait, les refus, alors on a mis pas mal de gens à discuter avec les festivaliers. Alors, il y a ceux qui trouvent ça ludique et finalement, parce qu'il faut pas attendre, faut pas chercher. Si on se pose la question, c'est on s'est trompé déjà. Hmm. On se pose la question. Et effectivement, il y a pas mal de festivaliers qui arrivaient avec des déchets qu'ils avaient rentrés dans le théâtre antique et ils se posaient la question puisqu'il n'y avait plus les pictos correspondaient plus, par l'hésitation, ça se retrouvait dans l'OM alors que ça aurait pu se trouver ailleurs, mais ça c'est la deuxième étape pour petit à petit Ok. limiter les objets autorisés dans le théâtre antique, mais non, non, c'est un premier test, mais c'était très bien. Assez content des retours. On va amplifier ça en fin d'année avec une grosse réunion là-dessus et puis on va mener des nouvelles actions. Mais c'était malgré le contexte 2021, on a quand même testé tout ça. Voilà, ça a aussi un coût, c'est pas évident. Après, pour toutes personnes qui sont intéressées de ce webinaire, faites-moi signe, je vous invite sur le festival pour discuter de tout ça et voir j'ai envie de dire en vrai, comment ça fonctionne. On peut laisser votre mail du coup, hein, on communiquera votre mail si vous êtes d'accord. Oui, bah, je vais le marquer dans le chat. Et Très puis, bien. Eh bien, écoutez, on va du coup conclure. Merci beaucoup pour tous ces 3 témoignages. On voit bien une diversité des pratiques, des expérimentations et quand même un travail de longue haleine qui démarre pas du jour au lendemain et qui nécessite une adhésion globale des élus, du public, des acteurs, une adaptation, accompagnement des changements de pratiques et bien sûr adaptation aux spécificités des territoires et des habitants. On fera passer bien sûr si possible, je validerai ça avec les intervenants, les présentations et l'enregistrement de ce webinaire. On rajoutera également dans le mail un guide qui peut être intéressant, un guide méthodologique autour du biodéchet, du tri à la source jusqu'à la méthanisation, auquel on a contribué Ambition Biogaz, donc Jean-Paul Sauzet et moi-même. On vous mettra le lien en téléchargement. On pourra également vous envoyer des exemplaires papier si besoin. Et ben merci beaucoup et encore désolé, on a quand même un peu débordé. J'espère que tout cela permettra de vous aider dans vos réflexions et surtout dans la mise en œuvre du déploiement de la collecte des biodéchets. Merci encore, bon appétit et très bon après-midi. Et on reste à votre disposition.